Bien. Alors sachez que dans ce cours, nous allons effectuer une petite excursion au cœur des forêts tropicales, à la rencontre d'espèces stupéfiantes pour certaines et redoutables pour d'autres. Nous débuterons d'ailleurs notre périple par la zone intertropicale du continent américain, puis nous continuerons par la rencontre de deux espèces africaines avant de découvrir la fascinante diversité animale peuplant le continent asiatique. Et bien entendu, nous terminerons notre aventure par la découverte d'une espèce peuplant de petites îles du Pacifique. Mais avant toute chose, commençons notre aventure par la découverte de la première espèce puisqu'il s'agit du boa émeraude. Alors avant de décrire cette espèce, je souhaiterais afficher au tableau une carte sur laquelle nous pouvons voir la localisation géographique des différents biotopes tropicaux. Alors bien sûr, sur cette carte, nous pouvons apercevoir des cercles de couleurs en fait, qui entourent des zones représentant les lieux d'habitation et les milieux naturels des espèces que nous allons voir dans ce cours. Donc à commencer, comme je viens de vous le dire, par la description du fameux boa émeraude. Bien. Alors, originaire d'Amérique du Sud et plus précisément du Venezuela, de Guyane, de Suriname et du Brésil, à ne pas confondre avec le piton vert de son nom scientifique Morelia viridis, qui cependant lui provient d'Indonésie puis d'Australie. Le boa émeraude, de son nom scientifique Corallus caninus, est une espèce unique en son genre. Alors, peuplant les forêts tropicales humides, ce serpent constricteur aborde les habitats forestiers, sachant qu'il reste la majeure partie de son temps perché en haut des arbres et descend uniquement à la nuit tombée, tout simplement pour aller à la chasse. Il se caractérise par une robe uniformément verte, recouverte de petites taches blanches plus ou moins visibles d'un individu à un autre. Assez massif d'ailleurs, il possède une masse de 1,35 kg. Capable d'atteindre une taille de 2 mètres de long à l'âge adulte, ce serpent arboricole se distingue également par une tête relativement massive et imposante, capable d'ailleurs de repousser certains prédateurs ou encore de laisser un sort, disons, beaucoup plus tragique à ses proies. De plus, une de ses particularités assez singulières est la couleur des juvéniles, puisqu'en effet, à la naissance, les nouveau-nés se distinguent par une couleur rouge brique, du moins dans la majorité des cas, puisque ces sujets deviennent progressivement verts au bout de quelques mois après la naissance. Donc une caractéristique sûrement utile pour se protéger contre d'éventuels prédateurs, tout simplement. Enfin, il possède une longévité comprise entre 17 et 20 ans. Concernant son régime alimentaire maintenant, il faut savoir que le boa émeraude se nourrit principalement d'oiseaux, de lézards ou encore de petits mammifères. Des proies qu'il arrive à chasser grâce à ses fossettes thermosensibles qu'il possède au bord de sa lèvre supérieure. Bien. Concernant la reproduction, c'est assez simple puisqu'il s'agit d'un serpent ovovivipare et il est bon de savoir que la période de reproduction se déroule au printemps, soit au passage de la saison sèche à la saison des pluies. En moyenne, la femelle donne naissance à une dizaine de serpenteaux, mais il arrive qu'une vingtaine puissent voir le jour. Cependant, il s'agit là, bien entendu, d'exceptions. D'ailleurs, sachez que la période de gestation est estimée à environ 7 mois. Et pour terminer avec la description du boa émeraude, il me semble important de vous dire que cette espèce est menacée et ainsi classée en annexe 2 de la CITE
soit de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction, aussi appelée Convention de Washington. Bien, alors poursuivons à présent notre excursion à Haïti, cette fois-ci, à la rencontre de l'iguane rhinocéros. Alors, originaire des Antilles, l'iguane rhinocéros se rencontre à Hispaniola, à Haïti, en République dominicaine ou encore à Porto Rico. Pour autant, d'une région à une autre, le nombre d'individus par population d'iguane rhinocéros est instable. Effectivement, pour le cas d'Haïti par exemple, les populations sont considérablement menacées d'extinction suite à la déforestation ou autres activités humaines en tout genre. Il faut également savoir que nous pouvons rencontrer cette espèce dans les forêts buissonnantes, les forêts sèches, les étendues rocheuses, sur le bord des plages ainsi qu'au cœur des plaines. Mais sachez une chose, c'est que cette iguane préfère vivre près des habitats rocheux et avec peu de végétation aux alentours. Concernant ses caractéristiques, c'est relativement simple, il est plutôt diurne, c'est une espèce qui tient son nom des grosses écailles présentes sur son museau, qui nous rappelle étrangement celle des cornes du rhinocéros, bien évidemment. Assez massif, c'est un lézard qui se caractérise par une grosse tête et de puissantes pattes. Une crête est également présente partant du haut de sa tête jusqu'à sa queue. Il se distingue également par une couleur uniformément grise, voire brune, chez certains sujets. À l'âge adulte, cette espèce pèse entre 5 et 8 kg et peut atteindre une taille d'environ 1,10 m, sachant que la queue représente la moitié de sa longueur totale. De plus, l'iguane rhinocéros est très territorial. Les mâles dominants défendent un territoire où on y trouve plusieurs femelles, dont ces derniers refusent de partager cette opportunité de reproduction. Comme chez les autres espèces d'iguanes, les individus de cette espèce communiquent entre eux, alors généralement par des hochements de tête ainsi que par le déploiement du fan ongulaire, donc une façon de communiquer permettant aux mâles d'intimider leurs congénères ou encore d'attirer les femelles tout simplement. Mais sachez que ces mouvements sont aussi utilisés lorsqu'ils sont face à des prédateurs. Il s'agit d'ailleurs, pour certains d'entre vous qui s'en souviennent, d'un comportement que nous avions pu observer chez l'iguane vert il y a maintenant quelques années, lors d'une étude approfondie sur ce dernier. Alors il faut savoir que l'iguane rhinocéros est plutôt bien bâti pour la fuite. Pour autant, lorsqu'il est attaqué ou menacé, il attaque agressivement son adversaire en le mordant et ou en le fouettant violemment avec sa queue. Enfin, c'est une espèce qui possède une longévité comprise entre 15 et 17 ans. Concernant son régime alimentaire, nous pouvons relever que comme de nombreuses espèces d'iguanes, c'est une espèce qui est principalement herbivore. D'ailleurs, elle se nourrit majoritairement de feuilles, de fleurs, de baies, de fruits et de graines. Pour ce qui est de sa reproduction, sachez que les mâles se différencient des femelles d'une manière assez simple. Effectivement, les mâles sont généralement plus grands et leurs épines dorsales sont plus grandes aussi que celles des femelles. Ils présentent par la même occasion des pores fémoraux nettement plus marqués sur leurs cuisses.
Et pour ce qui est des femelles, eh bien, il est intéressant de savoir qu'elles effectuent une ponte généralement composée d'une dizaine d'œufs. Bien. Enfin, pour en finir avec la description de l'iguane rhinocéros, et comme je l'ai précédemment évoqué au début de sa description, cette espèce est sérieusement menacée d'extinction suite à la diminution de son habitat naturel, alors étant principalement causée par les activités humaines. En effet, l'exploitation de bois pour le chauffage, la production de charbon, l'agriculture, le pâturage, le bétail et les carrières de calcaire sont les principales conséquences de ce rétrécissement d'espace de vie. Il ne reste plus qu'à espérer d'ailleurs que cette espèce survive dans un refuge si aucune décision juridique n'est prise. Bon, découvrons maintenant une nouvelle espèce. Nous restons d'ailleurs sur le continent américain puisqu'il s'agit du boa, mais cette fois-ci du boa constricteur. Alors, le boa constrictor, de son nom scientifique boa constrictor, est une espèce qui se rencontre principalement en Amérique du Sud, en Amérique centrale et aux Antilles. Il fréquente généralement les forêts tropicales humides, les savanes humides ou sèches du continent et plus rarement les zones subdésertiques. Alors concernant ses caractéristiques, eh bien c'est un serpent qui se caractérise par une couleur uniformément brune, voire grise, plus ou moins claire d'un individu à un autre, puis qui présente de petites taches foncées qui varient du brun au noir. À l'âge adulte, cette espèce atteint une taille d'environ 2,60 m et possède une masse estimée à 15 kg. Grimpeur chevronné et excellent nageur, il faut savoir que le boa constrictor est une arme redoutable face aux petits mammifères qui passeraient éventuellement à sa portée, notamment suite à sa puissante gueule et son corps massif où il exécute ses proies. Pour autant, il s'agit tout de même d'une espèce plutôt calme et discrète. Étant crépusculaire voire nocturne, ce serpent passe la majeure partie de ses journées caché dans un terrier ou arbre creux en tout genre. Comme son nom l'indique, c'est un serpent constricteur et tout comme le boa émeraude précédemment décrit, eh bien cette espèce n'est pas venimeuse puisqu'elle utilise son corps tout en entier pour tuer sa proie. Enfin, c'est un serpent qui possède une longévité estimée à 20 ans. Venons-en maintenant à son régime alimentaire. Le boa constrictor est une espèce carnivore. Il se nourrit d'ailleurs majoritairement d'oiseaux, de rongeurs, de petits mammifères qui pourraient passer à sa portée et occasionnellement de petits reptiles. En captivité, son alimentation sera exclusivement composée de souris et de rats. Bien entendu, la taille des proies sera relative à la taille du serpent. Enfin, comme chez de nombreuses espèces de serpents en captivité, eh bien, il est recommandé de nourrir l'animal avec des proies déjà mortes. En effet, ceci permettra à ce que le serpent ne se fasse pas griffer ni mordre lorsqu'il attaquera le rongeur. Auquel cas, il faudra vous munir d'une pince ayant une longueur d'environ 30 voire 40 cm afin de limiter tout risque de morsure. Pour ce qui est du sujet de la reproduction, eh bien, il faut savoir que c'est une espèce qui est vivipare et les femelles effectuent en moyenne 40 œufs par ponte. Bien, alors il faut savoir que cette espèce
est bien entendu protégée par la Convention de Washington. Elle appartient d'ailleurs à l'annexe 1, sachant que les sous-espèces qui la composent appartiennent à l'annexe 2. Pour conclure, et suite à la possibilité à certains de détenir cette espèce en captivité, eh bien je dirais qu'il s'agit d'un bois plutôt calme, certes, mais cependant assez imposant et potentiellement dangereux si vous hébergez de petits mammifères ou encore des enfants à votre domicile. C'est pourquoi le terrarium accueillant ce boa constructeur devra être assez robuste. Bien, désormais quittons le continent américain afin d'aller à la rencontre de deux espèces africaines, à commencer par ce gecko. Alors, originaire de Madagascar et plus précisément du sud et de l'est du pays, le gecko à queue plate ou encore Geckos à queue foliacée est une espèce assez singulière. Effectivement, ce gecko est nocturne puis arboricole. La journée d'ailleurs, il reste dissimulé dans les arbres et ce de manière très efficace puisqu'il est très difficile de le repérer. Il quitte d'ailleurs rarement voire jamais la forêt tropicale humide où il fréquente une température ambiante comprise entre 25 et 30 degrés de jour et de 20 à 22 degrés la nuit sous une hygrométrie comprise entre 70 et 80%. Alors concernant ses caractéristiques, eh bien pour un gecko, il est relativement grand et se caractérise par un aspect plutôt trapu avec une queue allongée. À l'âge adulte, ce spécimen atteint une taille de 18 cm de long pour une masse de 68 grammes. De plus, cette espèce possède une longévité estimée à une dizaine d'années. Sa tête, quant à elle, est assez massive, de telle sorte à ce qu'on puisse la comparer à la forme d'une tête crocodilienne. Des ourlets de peau sont également présents sur son corps, une particularité qui lui permet d'encore mieux se camoufler dans son milieu naturel. Et ce, sans prendre en compte sa couleur de peau, ainsi que ses motifs qui eux aussi le dotent d'un pouvoir de dissimulation extrême. En effet, le gecko à queue plate se distingue par une grande variété de couleurs en passant du noir au brun, au beige, au blanc, au vert pâle ou encore au cuivré. Les motifs quant à eux se reconnaissent par la forme de bandes et ou de taches imitant étrangement l'écorce des arbres. Pour ce qui est de son dimorphisme sexuel, eh bien, le mâle se différencie de la femelle par la présence de deux poches latérales à la base de sa queue, qui est ni plus ni moins que le logement de ses hémipénis. Enfin, il est important de savoir que cette espèce est relativement calme et se déplace en bondissant ou en grimpant sur n'importe quel type de surface grâce à ses mains parfaitement étudiées pour le parcours. Concernant son régime alimentaire maintenant, eh bien le gecko à queue plate est insectivore et se nourrit de la plupart des insectes qui pourraient passer à sa portée, tels que des grillons, des criquets, des blattes ou des araignées en tout genre. Alors occasionnellement, il a été observé qu'il pouvait consommer des petits vertébrés, soit des petits mammifères ou encore de petits reptiles, parfois même des individus issus de sa propre espèce. Sa manière de chasser est elle aussi originale puisqu'il se laisse tomber des arbres afin d'atterrir sur sa future proie, lui permettant ainsi de mieux l'attraper. Pour ce qui est du sujet de la reproduction, eh bien cette espèce s'accouple au printemps et la femelle pond ses œufs sur le sol. Elle les a d'ailleurs légèrement enterrés et ce dans une zone protégée, soit sous des feuilles ou encore à la base
d'un arbre. Toutes les 2 semaines en moyenne, la femelle va pondre ses œufs 2 par 2 afin d'atteindre un total de 8 œufs pondus. L'incubation, quant à elle, va durer entre 2 et 3 mois et à la naissance, les nouveau-nés commencent à s'alimenter uniquement quelques jours après leur venue au monde, puisqu'il faudra attendre qu'ils effectuent leur première mue. Qui plus est, certains écrits en ce qui concerne le gecko à queue plate démontrent qu'il y a un fort taux de mortalité chez les juvéniles. Alors, certainement le résultat de la prédation ou encore suite à une constitution trop faible concernant les sujets. Pour conclure, il s'agit d'une espèce unique en son genre, comme vous auriez pu le remarquer, et très demandée en terrariophilie. Pour autant, son maintien en captivité est plutôt déconseillé aux débutants, suite à sa sensibilité concernant les écarts soudains de température et d'hygrométrie. Bien, intéressons-nous maintenant à une nouvelle espèce de Madagascar, puisqu'il s'agit de la grenouille tomate. Alors également originaire de l'est de Madagascar, la grenouille tomate de son nom scientifique Discophus guinetti est une espèce relativement discrète et certaines localisations géographiques n'ont peut-être pas encore été révélées concernant son aire de répartition. Alors c'est une espèce qui fréquente les forêts tropicales et plus particulièrement les clairières marécageuses, les terrains plats ou encore les plans d'eau stagnants. Elle se camoufle généralement sous des feuilles mortes, près des souches ou encore dans les broussailles, où elle attend la venue d'une proie ou parce qu'elle désire se cacher d'un éventuel prédateur tout simplement. Concernant ses caractéristiques, eh bien c'est assez simple puisque c'est une espèce qui est nocturne, elle est également timide et craintive. Cette grenouille se caractérise par un museau assez arrondi, ce qui associe la tête et le reste du corps en un seul bloc. Les yeux proéminents et globuleux, quant à eux, présentent une pupille ronde composée d'un iris vert olive. Ayant des membres assez courts, la grenouille tomate ne possède pas de pattes palmées. Comme son nom l'indique, sa couleur de peau est plutôt rougeâtre. Néanmoins, cette apparence varie du rouge vif au rouge brique, voire à l'orange et au jaune foncé d'un individu à un autre. Cette couleur est assez atypique, je vous l'accorde, et est certainement un avertisseur visuel aux éventuels prédateurs, les mettant en garde qu'il puisse s'agir d'une grenouille venimeuse. Le ventre, lui, est composé d'une couleur blanche. En ce qui concerne les juvéniles, eh bien, il est bon de savoir qu'ils se reconnaissent par une couleur beaucoup plus jaunâtre et composée d'une large bande noire qui traverse le corps, rappelant étrangement une feuille morte. De plus, les mâles de cette espèce se distinguent par une taille comprise entre 6 et 7 cm de long à l'âge adulte, tandis que les femelles atteignent généralement une taille comprise entre 9 et 10 cm de long. Enfin, la grenouille tomate possède une longévité comprise entre 7 et 10 ans. Concernant son régime alimentaire, eh bien, sachez que cette grenouille est principalement insectivore. Elle se nourrit d'ailleurs 2 fois par semaine en moyenne et peut consommer des grillons, des blattes ou encore des vers en tout genre. Elle est même capable d'engloutir des souriceaux, c'est pour vous dire. Si vous êtes amené à héberger cette espèce en captivité, eh bien, il faudra surveiller les portions que vous lui donnez, puisqu'elle aura tendance à devenir obèse, vu qu'elle ne chasse plus par elle-même. Bien. Alors,
Concernant la reproduction, eh bien, il faut savoir que la grenouille tomate se reproduit dans l'eau, et ce pendant la saison des pluies. La femelle pond entre 1000 et 1500 œufs et l'incubation dure environ une quarantaine d'heures. Au bout de 45 jours, les têtards sont devenus de petites grenouilles et le taux de mortalité après la naissance, sûrement suite à la présence de prédateurs, explique certainement le nombre considérable de pondus par la femelle. Alors, pour le moment, cette espèce ne figure pas dans la liste des espèces en voie d'extinction. Pour autant, mieux vaut réfléchir à deux fois si certains d'entre vous envisagent de maintenir cette espèce en captivité. Puisque si elle venait à s'échapper et dans un environnement qui ne lui est pas propre, eh bien les répercussions écologiques pourraient être très dangereuses, autant pour cette espèce que pour les autres habitants de la faune locale. Bien. Quittons à présent ce territoire pour nous diriger vers le continent asiatique et plus précisément sur la partie du sud-est afin de rencontrer une tortue plutôt surprenante. Alors localisée en Thaïlande, en Malaisie, à Sumatra, à Bornéo et quelques autres pays d'Asie, la tortue à éperon géant, de son nom scientifique Manoria emys, est une tortue terrestre tropicale. Elle fréquente d'ailleurs particulièrement les forêts tropicales humides, enfouies dans les broussailles près des cours d'eau. Elle fuit les régions dominées par une chaleur sèche afin de se plaire dans une forêt dense et riche en humidité. Concernant ses caractéristiques, eh bien, sachez que cette tortue se caractérise par une carapace plutôt plate et de forme rectangulaire d'ailleurs, composée d'une dossière du moins brune foncée voire noire. Tout comme les écailles costales, les écailles vertébrales sont assez larges et pour ce qui est des écailles marginales, eh bien, elles sont relativement dentelées. Le plastron quant à lui est reconnaissable par une couleur qui varie du brun au vert. Il est plutôt large, sachant que les écailles gulaires sont peu développées et comportent des rainures. Pour ce qui est des écailles pectorales, eh bien, elles sont séparées par une suture bien marquée. Enfin, les écailles anales sont en forme de V. Pour ce qui est de ses parties molles, soit de sa tête, ses pattes et sa queue, eh bien, sachez qu'ils sont majoritairement bruns. Bien entendu, cette couleur tend vers le gris d'un individu à un autre. La tête, quant à elle, est constituée de grands os frontaux, puis d'un bec non crochu. Elle possède également deux ergots, assez imposants d'ailleurs, à l'arrière de ses cuisses, ce qui lui en a valu de son nom anglais, la tortue à six pattes. Pour ce qui est du dimorphisme sexuel, eh bien, sachez qu'il est peu visible, même au niveau de la taille. La différence entre mâle et femelle n'est pas flagrante puisque tous deux atteignent une taille comprise entre 40 et 50 cm de long à l'âge adulte. Bien entendu, les mâles ont tout de même la queue plus longue et plus épaisse que celle des femelles. Enfin, il est assez bon de savoir que les juvéniles se distinguent par une couleur qui varie du brun clair au brun foncé. Encore une fois, tout est relatif au sujet que nous avons en face de nous. D'ailleurs, ces derniers présentent des carènes brun foncé. Concernant son régime alimentaire, eh bien, notez que la tortue à éperon géante est majoritairement herbivore. Elle se nourrit généralement d'herbes, de fruits, de légumes, de plantes et occasionnellement de petits invertébrés et voire d'amphibiens. Alors, lors de la période de reproduction, le comportement du mâle peut être assez agressif.
notamment envers ses rivaux, afin de pouvoir correctement faire la cour aux femelles. Alors la parade nuptiale du mâle consiste à donner des coups à la femelle, puis à la fixer du regard. La femelle, quant à elle, va pondre une cinquantaine d'œufs et y prendre soin. En effet, il s'agit là d'un comportement extrêmement rare, puisque cette espèce va pondre à la surface du sol dans un nid qu'elle aura confectionné avec de la terre et des feuilles mortes. Et une fois la ponte effectuée, eh bien, elle restera postée 3 semaines devant cette dernière afin de protéger les œufs qui la composent contre d'éventuels prédateurs. Une fois les 3 semaines écoulées, eh bien, elle abandonnera tout simplement ses œufs. Pour conclure avec la description de cette tortue, eh bien, il me semble important de savoir qu'elle est lourdement exploitée par l'homme, que ce soit pour l'alimentation ou pour les remèdes médicaux. De plus, la diminution de sa population provient également de la réduction de son espace de vie, fortement causée par l'activité humaine. Ainsi, sachez que cette espèce est protégée par l'annexe 2 de la Convention de Washington. Bien, poursuivons à présent notre excursion tropicale par la découverte d'une nouvelle espèce et plus précisément du cobra royal. Alors, originaire de Chine, d'Inde, du Tibet, de Thaïlande, du Cambodge, du Laos et de plus d'une dizaine d'autres pays asiatiques, le cobra royal, de son nom scientifique Ophiophagus anna, fait sûrement partie des serpents les plus redoutables du monde. Donc, il se rencontre dans les forêts sud-asiatiques, dans les forêts généralement chaudes et fortement humides. Il a d'ailleurs pour habitude de se faufiler entre les plantes tropicales ou encore parmi le substrat forestier de son milieu naturel. Alors il est considéré comme étant le serpent venimeux le plus long du monde. Effectivement, à l'âge adulte, c'est une espèce qui peut atteindre une taille de 4 mètres et plus, pesant près de 10 kg voire 15 kg. À l'âge adulte, ce spécimen possède une longévité estimée à une vingtaine d'années. Il se caractérise tout simplement par une couleur qui varie du brun au noir, voire au vert olive, présentant de petites bandes blanches ou jaunes, transversales sur l'intégralité de son corps et qui ont tendance à se ternir avec l'âge. Afin d'intimider une de ses proies ou un éventuel prédateur, il n'hésite pas à se dresser et ce à plus d'1 mètre du sol, puis y déployer sa coiffe. Pour autant, il n'est pas du genre hargneux et aura plus souvent envie de prendre la fuite si le prédateur en face de lui semble beaucoup trop dangereux. Pour ce qui est du mâle, eh bien, sachez qu'il se différencie de la femelle par une taille ainsi qu'une masse beaucoup plus importante. Voilà, tout simplement. Venons-en maintenant au sujet de son venin. Il me semble important de savoir que la dose létale 50 est calculée à 1,31 mg par kg en intraveineuse. En d'autres termes, la toxicité de son venin n'est pas aussi dangereuse que les autres espèces de cobra. Pour autant, la dangerosité de ce cocktail serait davantage liée à la quantité qu'il injecte à ses victimes. En effet, étant neurotoxique, eh bien, ce venin s'attaque au système nerveux et provoque quelques vertiges, des paralysies locales suivies d'un dysfonctionnement du système respiratoire, le coma et enfin la mort par asphyxie. Autant vous dire que nous préférons être loin de son joli baiser. Alors, concernant son régime alimentaire maintenant, eh bien, comme peut l'indiquer son nom, Ophiophagus anna, le cobra royal est ophiophage. Ceci signifie qu'il peut se nourrir de d'autres espèces de serpents. En effet, d'après son régime alimentaire, nous pouvons observer que la majeure partie de ses proies comprend les lézards,
de petits mammifères, puis des serpents, qu'ils soient venimeux ou non d'ailleurs, sachant qu'ils peuvent faire preuve de cannibalisme. Enfin, il serait autant capable de se nourrir de jour comme de nuit, et il est ce que l'on appelle une espèce diurne-nocturne. Concernant la reproduction, maintenant, eh bien, sachez que ce cobra est ovipare et est reconnu comme étant le seul serpent à construire un nid pour ses œufs. Effectivement, la femelle s'entoure autour des broussailles, des feuilles mortes ou encore des morceaux de bambou afin de créer un amas de branchages de telle sorte à ce que ce dernier se réchauffe lorsqu'il se décompose, permettant ainsi de respecter les conditions requises pour l'incubation de ses œufs. Cette espèce pond une trentaine d'œufs au printemps, soit 2 mois après l'accouplement. Le temps d'incubation est compris entre 60 et 80 jours et à la naissance, les nouveau-nés mesurent entre 45 et 60 cm de longueur. Alors pour en finir avec la description du cobra royal, il est important de noter que suite à la diminution de sa population, eh bien, l'espèce est considérée comme étant vulnérable selon la liste rouge de l'UICN, soit l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors désormais, nous allons rencontrer une nouvelle espèce, voilà, donc ancrée dans de nombreuses cultures d'ailleurs et redoutée par de nombreuses personnes. Je veux bien sûr vous parler du varan de Komodo. Alors, originaire d'Indonésie, et plus précisément des îles de Gili Motang, Gili Dasamani, Rinca, Komodo et Flores, le varan ou encore dragon de Komodo doit particulièrement son nom au lieu où il fut découvert. Peuplant les régions vallonnées et relativement boisées, cette espèce fréquente les milieux tropicaux, des endroits chauds et humides, répondant non seulement à ses critères biologiques, mais aussi habité par d'autres espèces animales qui lui font usage de nourriture. Concernant ses caractéristiques, eh bien, il faut savoir que le varan de Komodo, de son nom scientifique Varanus komodoensis, se caractérise par une présence assez impressionnante. En effet, ce spécimen est capable d'atteindre une taille d'environ 3 mètres de long à l'âge adulte, donc il est plutôt bien présent, et peser plus de 100 kg. Pour les sujets les plus imposants, bien entendu. Ayant une longévité proche d'une cinquantaine d'années, il se caractérise par une couleur verte foncée, nuancée de gris ou de noir, ce qui lui permet bien entendu de se camoufler efficacement dans son milieu d'origine. Un atout légitime, notamment dans le cadre de la chasse. Sa peau, quant à elle, est renforcée par des plaques munies de petits os, communément nommés ostéodermes. Sa gueule est composée de 60 dents cannelées qui tombent régulièrement avant d'être remplacées. Alors, certaines de ces dents peuvent même mesurer jusqu'à 2,5 cm de long. Et pour ce qui est des deux mâchoires, eh bien, sachez qu'elles sont reliées entre elles par un ligament très élastique, ce qui lui permet d'ouvrir sa gueule de façon impressionnante. Alors comme beaucoup d'autres reptiles, ce varan utilise sa langue pour reconnaître les stimuli gustatifs et olfactifs en alimentant son organe voméronasal, également connu sous le nom d'organe de Jacobson. Enfin, pour ce qui est de ses pattes, eh bien, elle se termine par de longues et puissantes griffes. Mais cette espèce est aussi dotée d'une autre particularité. Effectivement, que dire de sa salive qui loge une toxine létale pour ses victimes. Grandement utile à la suite d'une morsure, le varan de Komodo traque ses proies plusieurs jours après les avoir mordues ou celles-ci meurent
petit à petit suite à la contamination de leur organisme provoquée par la toxicité de la salive du varan. Alors, pour le moment, il n'existe pas d'antivenin spécifique à la morsure de cette espèce. Cependant, nous pouvons généralement traiter la plaie en la nettoyant régulièrement, puis en y ajoutant de fortes doses d'antibiotiques. A contrario, si la plaie n'est pas traitée à temps, eh bien, une nécrose locale peut rapidement s'y développer, allant jusqu'à l'amputation du membre, tout simplement pour éviter la mort du sujet infecté. Et bien entendu, c'est sans compter sur sa force colossale et son très grand appétit qui en font de lui un prédateur assez redoutable. Bien entendu, il existe tellement d'informations au sujet de ce spécimen que je n'ai pas pu me permettre de vous partager toutes les connaissances le concernant. Il s'agit là d'une simple description brève de l'espèce et non d'une monographie pour celles et ceux qui se le demanderaient. Bien, concernant son régime alimentaire maintenant, eh bien, il faut savoir que le varan de Komodo ou le dragon de Komodo se nourrit d'invertébrés et de d'autres reptiles, y compris de sa propre espèce, d'oiseaux, d'œufs, de petits mammifères, de singes, de sangliers, de chèvres, de cerfs, de chevaux et de buffles. Autant vous dire qu'il a une alimentation très variée. D'ailleurs, il peut arriver que ce varan s'attaque à l'homme, notamment aux enfants qui vivent à proximité ou encore aux cadavres humains issus des cimetières lorsque le varan creuse pour les déterrer. C'est pourquoi les villageois des îles où demeure le varan de Komodo ont pris l'habitude de déplacer les tombes des sols sablonneux vers des sols argileux, puis de recouvrir avec des pierres les cadavres. Alors, concernant la reproduction, eh bien, il faut savoir que la période de reproduction s'effectue entre mai et août et la ponte des œufs a lieu en septembre. De plus, les mâles n'hésitent pas à s'affronter pour conquérir les femelles et ou un territoire, ça peut arriver. Un comportement observable lorsqu'ils se dressent sur leurs pattes arrière. À la suite d'un combat, eh bien, le dominant lèche la femelle, permettant ainsi de capter des informations sur la réceptivité sexuelle de cette dernière. Donc information très particulière à présent, puisque le varan de Komodo serait monogame. Et il s'agit là d'un comportement extrêmement rare chez les reptiles. Pour ce qui est de la ponte, eh bien, sachez que la femelle pond en moyenne une quinzaine d'œufs et le temps d'incubation est quant à lui estimé entre 7 et 8 mois. D'ailleurs, la femelle n'hésite pas à se placer sur ses œufs pour les couver et les protéger contre d'éventuels prédateurs, jusqu'à ce qu'ils éclosent vers le mois d'avril. À la naissance, les nouveau-nés vulnérables et sans défense sont à la merci de nombreux prédateurs. C'est pourquoi nombreux d'entre eux font office de nourriture par les prédateurs du coin. Bien, alors pour finir avec la description de cette espèce, eh bien, il faut savoir que les attaques contre les humains sont extrêmement rares. Alors, certains accidents sont déjà survenus. Effectivement, en juin 2007, sur l'île de Komodo, un varan a attaqué un garçon de 8 ans et ce dernier est malheureusement décédé suite à une hémorragie massive. D'ailleurs, il s'agissait là de la première attaque meurtrière en 33 ans. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment extrêmement rare. Bien. Avant de quitter l'Asie, continuons notre périple par la découverte d'un nouveau serpent. Je veux bien sûr faire référence au python réticulé. Il s'agit là d'ailleurs d'un spécimen assez intéressant et unique en son genre et nous allons tout de suite le voir ensemble. Alors présent au sud-est de l'Asie ainsi qu'en Indonésie, cette espèce se rencontre majoritairement au Bangladesh, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos et dans quelques autres pays du continent. Il fréquente d'ailleurs des forêts tropicales humides, des lisières
de forêt et les prairies. Le python réticulé est un excellent nageur et s'observe souvent près des points d'eau d'ailleurs. Concernant ses caractéristiques, eh bien, sachez que cette espèce est considérée comme étant l'un des plus grands serpents du monde. Effectivement, le python réticulé, de son nom scientifique Python reticulatus, est capable d'atteindre une taille comprise entre 5 et 10 mètres de long à l'âge adulte et peser près de 150 kg pour les plus grands sujets. Ce serpent constricteur se caractérise par une robe de couleur brun clair présentant des motifs variant du brun foncé au jaune. Sa tête quant à elle se distingue par une couleur uniformément brun clair composée de 3 fines bandes noires dont une seule sur le sommet du crâne et 2 sur les côtés qui partent de ses jolis yeux orangés. Enfin, la longévité de ce serpent a été estimée à une trentaine d'années. Concernant son régime alimentaire, eh bien, sachez qu'il est essentiellement carnivore. Cette espèce se nourrit principalement de rongeurs, voire pour ce qui est des plus gros individus, de singes, de cervidés ou de cochons sauvages, habitant généralement à proximité des habitations. Le python réticulé peut aussi se nourrir de chiens, de chats ou encore de volailles. Alors étant constricteur, il tue ses proies en les étouffant, puis en les engloutissant entièrement. Chasseur embusqué, il reste caché à attendre qu'une de ses proies passe à sa portée. De plus, bien qu'il chasse généralement au sol, il peut arriver de le voir grimper aux arbres. Donc il s'agit là vraiment d'un prédateur assez redoutable. Concernant sa reproduction, eh bien, il faut savoir que cette espèce est ovipare. La femelle pond en moyenne une cinquantaine d'œufs. Et durant l'incubation, eh bien, les œufs sont sous une température comprise entre 30 et 32 degrés en mettant presque 3 mois avant d'éclore. D'ailleurs, pendant l'incubation, eh bien, la femelle défend sérieusement sa ponte jusqu'à leur éclosion. Enfin, à la naissance, eh bien, les nouveau-nés mesurent près de 61 cm de long. Avant de terminer la description de cette espèce, eh bien, sachez que le python réticulé est une espèce menacée. En effet, c'est un serpent qui est souvent chassé pour sa peau, qui elle-même est destinée à la confection d'articles de mode, tels que des sacs ou des accessoires vestimentaires. Afin de limiter ce commerce dangereux, eh bien, sachez que l'Union européenne a interdit l'importation de ces peaux en Europe depuis 2004. D'ailleurs, ce python a été classé en annexe 2 de la CITE, soit la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction, également nommée Convention de Washington. Bon, afin de correctement clore cette petite excursion sur le sentier tropical, rejoignons à présent une espèce peu connue, mais pour le coup très intéressante, qui demeure sur de petites îles du Pacifique. Alors, originaire de plusieurs petites îles du Pacifique, telles que les îles Fidji et Tonga, l'iguane à bande de Fidji, de son nom scientifique Brachyolophus fasciatus, est une espèce peu étudiée dans son milieu naturel. Néanmoins, certaines informations la concernant, issues du maintien de cette espèce en captivité, ont pu être révélées au public. Alors, pour commencer, il s'agit d'une espèce qui peut être maintenue dans des conditions similaires à celles de l'iguane vert, de son nom scientifique Iguana iguana. En effet, habituée aux grands espaces boisés tels que la forêt tropicale humide, eh bien, cette espèce appréciera vivre dans un environnement à forte densité végétale sous une température comprise entre 28 et 32 degrés le jour, de 20 à 22 degrés la nuit, et une hygrométrie comprise entre
70 et 80%. Concernant ses caractéristiques, eh bien sachez qu'il est plutôt diurne. C'est un iguane arboricole et il se caractérise par un corps svelte et agile. Sa tête est massive et ses pattes présentent de longs et fins doigts. Le mâle se distingue par une peau parcourue de bandes blanches ou bleues sur un fond vert, tandis que la femelle est généralement dépourvue de ces taches et est uniquement verte, tout simplement. De plus, les deux sexes possèdent des yeux de couleur cuivrée et le tour des narines jaunâtre. Cette espèce peut atteindre une taille d'environ 70 cm de long à l'âge adulte et peser entre 300 et 400 grammes. Enfin, notez qu'il s'agit d'un iguane qui possède une longévité d'environ 6 ans. Pour ce qui est de son régime alimentaire, eh bien, l'iguane à bande de Fidji est généralement végétarien. En captivité, il appréciera des endives, du chou, du pissenlit, des feuilles de moutarde, du brocoli, la mangue, la papaye, le kiwi et bien d'autres encore. Cependant, il sera recommandé de lui fournir des insectes dans son régime alimentaire, au moins une fois par semaine, tels que des criquets ou encore des grillons. En ce qui concerne le sujet de la reproduction, eh bien, il faut savoir que la maturité sexuelle chez cette espèce peut être atteinte à partir de 16 mois. D'ailleurs, sachez qu'une ponte contient généralement plus ou moins 5 œufs, sachant que ce chiffre sera relatif à la taille de la femelle. Le temps d'incubation, quant à lui, est compris entre 130 et 170 jours sous une température d'environ 30 degrés. Enfin, à la naissance, les nouveau-nés devront être maintenus dans les mêmes conditions environnementales que les adultes. Bon. Bien. Nous arrivons à présent à la fin de cette petite excursion. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient plus d'informations concernant les espèces que nous venons de voir ensemble, eh bien sachez que vous pouvez les retrouver sur mon site internet, sachant que le lien est en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours.